Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme chaque dimanche sur Sud Radio avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Au programme ce matin. Eh bien, on va commencer notre rendez-vous dominical en racontant l'histoire de la marque de vêtements Fusalp et un parcours atypique, une vision novatrice de l'art de vivre à la française et une couleur, le bleu Sarah. Eh bien, je vais vous proposer de revenir sur cet itinéraire de vie singulier avec notre grand témoin, Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine. Et est-il difficile d'obtenir d'une banque un prêt quand on crée une entreprise? Benjamin Ouati nous rejoint dans cette nouvelle aventure avec Osez entreprendre et c'est notre nouveau consultant entrepreneurial qui va nous répondre à cette question. Mais qu'il soit le bienvenu. Mais avant ça, comme chaque dimanche, on commence en partenariat avec nos amis du magazine Entreprendre par vous raconter les coulisses de l'histoire d'une entreprise, une saga. Et aujourd'hui, on s'offre une bouffée d'air pur, d'air frais aussi, de style, avec une marque française qui a su conjuguer l'élégance, évidemment, mais aussi la performance. Ça peut servir quand même sur les pistes. On parle de Fusalp. Oui, Jean-Marie, c'est une vraie success story à la française. L'histoire démarre en 1952 sur les rives du lac d'Annecy. Deux tailleurs, Georges Ribola et René Vera, lassés de coudre des costumes traditionnels, décident de s'attaquer à un défi, créer le fuseau parfait pour les skieurs, le fameux fuseau des Alpes. C'est d'ailleurs, vous savez que le nom vient de la contraction des deux, par définition. Je viens de le deviner, mais maintenant je saurai. Une pièce technique et élégante qui épousait le mouvement, une révolution à l'époque. Exactement, c'est aussi une marque qui va rapidement conquérir le monde. Oui, le Fusalp s'est imposé sur les pistes dès les années 60. Les skieurs français ont porté ces tenues lors des Jeux Olympiques d'Innsbruck en Autriche en 1964. Et c'est à cette époque d'ailleurs que le fameux fuseau Fusalp devient culte, alliant allure et performance. Sauf qu'en 2013, il y a 12 ans, Fusalp est vendu. Oui, absolument. Et c'est Sophie Lacoste que nous avions reçue dans Osez entreprendre en novembre dernier qui a repris Fusalp avec son frère et sa belle-sœur après avoir vendu les vêtements Lacoste. Bon, mais ça reste une marque que de ski ou Fusalp fait autre chose? Non, justement, et c'est là que ça fait l'actualité de Fusalp. La marque a su garder malgré tout son ADN sportif tout en se réinventant. Désormais, elle s'impose aussi dans le prêt-à-porter haut de gamme avec des collections qui allient élégance urbaine et matière technique. Fusalp accélère son développement à l'international avec l'ouverture de boutiques à New York, Londres ou encore Séoul. Une belle success story du Made in France. J'essaie de vous imaginer en combinaison de ski. Imaginez pas. Images. Mais si, bien sûr, on va y arriver. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on accueille le témoin de la semaine, c'est votre invité. Vous le disiez, Sarah Poniatowski, bienvenue sur Sud Radio. Évidemment, vous êtes décoratrice d'intérieur, fondatrice de la maison Sarah Lavoine. Vous employez 70 personnes, vous êtes présente dans 150 points de vente à travers le monde. S'il vous plaît, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Sarah Poniatowski, bonjour à vous aussi. On va commencer par le commencement, si vous me permettez. Est-ce que le fait d'être la fille de Jean-Stanislas Poniatowski, ancien directeur de Vogue, et de Sabine Marchal, décoratrice, a déterminé votre vocation? En tout cas, ça aide à regarder le monde différemment et à apprécier le beau. Apprécier le beau. Mais surtout un homme quand même, malgré tout, qui a déterminé votre carrière professionnelle. C'est François Schmitt, architecte d'intérieur. Il a été décisif pour la suite. Oui, mais ma mère aussi beaucoup, en fait, donc je marche dans ses pas. Vous avez créé la maison Sarah Lavoine en 2002. Quelle a été l'étincelle qui vous a décidé de vous lancer de façon indépendante? Parce que vous auriez très bien pu faire carrière ailleurs. Oui, j'aurais pu rester dans une autre agence d'architecture, comme chez François Schmitt par exemple, mais moi j'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'être décisionnaire, je suis un peu contre le fric, donc j'ai besoin de décider et d'apporter ma propre touche, donc c'est compliqué pour moi de bosser pour quelqu'un d'autre. Alors dans une interview, j'ai lu que vous aviez dit être ma propre patronne, une nécessité. Oui, mais j'ai la chance que ça ait marché, ça aurait pu ne pas marcher. Oui. Mais ça a marché effectivement. Alors justement, je le disais en vous présentant, la couleur bleu Sarah, c'est devenu emblématique objectivement. Comment vous est venue l'idée? Comment on crée un bleu Sarah? Ça s'impose tout seul. Enfin, c'est comme s'il m'avait choisi ce bleu. Mais au départ, c'était l'identité de la marque, le logo. Et puis, on l'a posé sur des assiettes, des tissus, des murs, avec la boîte Ressources, la maison de peinture française Ressources. On a créé la couleur aussi. Donc finalement, on le retrouve un peu sur tous les supports différents, sur la céramique. Et c'est devenu notre signature, comme Hermès a son rouge Hermès. Donc c'est vraiment, on a déposé cette couleur.
Vous l'avez déposé, donc effectivement, ça vous protège aussi par rapport à ça. Oui. La protection des marques, la protection des idées, c'est un vrai sujet pour les chefs d'entreprise. Oui, alors on ne peut pas protéger dans le monde entier, mais bon, déjà, si on arrive dans notre pays, un peu plus proche de nous, ça marche. Vous êtes passé de l'aménagement d'intérieur à une marque de lifestyle complète, mobilier, mode, accessoires. C'était une démarche globale, naturelle et nécessaire pour vous de développer, d'enrichir ce que vous faisiez initialement ? Au départ, c'était vraiment un studio d'architecture d'intérieur. Et puis, quand j'ai pris notre flagship Place des Victoires, c'est devenu la maison. On a transformé Sarah Lavoine en maison Sarah Lavoine. Et forcément, dans une maison, il y a tous les univers. Donc, et je suis une femme. Alors, donc, un peu de vêtements, un peu de prêt-à-porter, un peu d'accessoires. Oui, c'est-à-dire que c'était intéressant d'apposer le style un peu sur tous les... Comme Hermès, en fait, j'adorerais qu'on soit Hermès dans 200 ans. C'est un peu notre objectif. Vous préparez la génération d'après ? J'aimerais bien. On va reprendre certaines dates, si vous le permettez. En 2009, vous collaborez avec La Redoute. Vous ouvrez votre premier showroom et en 2010, vous lancez votre émission de télévision Design by Sarah Lavoine. Vous publiez également des livres, Rêver, Oser, Créer, Recommencer aux éditions Flammarion en novembre 2024. Bon, avec un tel titre, vous étiez à la bonne place dans Oser Entreprendre, j'imagine. Oui, je suis ravie, merci de m'accueillir. La vie, c'est le mouvement, c'est votre leitmotiv. Ah oui, et la vie en couleur. La vie en couleur. Ouais. On ne va pas dire en bleu Sarah, mais... Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'où tirez-vous votre inspiration au quotidien ? Moi, ça me fascine toujours de voir, de regarder le travail des décorateurs, des créatifs. Comment vous réussissez à trouver l'inspiration et surtout trouver l'inspiration le lendemain ? Parce que c'est pas le tout trouver une bonne idée, il faut la recommencer tous les jours. Oui, c'est ça, et se renouveler, mais non, mais c'est même pas le lendemain, c'est toute la nuit en fait. Finalement, j'ai l'impression que mon cerveau ne s'arrête jamais. Je me réveille le matin, et c'est le seul moment pendant la nuit où j'arrive à créer. Donc je me réveille avec plein d'idées, il faut que je les note. Et parce qu'on fait beaucoup de studios d'architecture, enfin en archi, on fait beaucoup de choses. Il y a tous les produits, mais il y a aussi tous les chantiers qu'on peut faire, genre des hôtels, des restaurants, du résidentiel. Donc on touche un peu à tous les secteurs. Vous avez également multiplié les projets avec le siège de L'Oréal, j'en cite, parce que la liste est assez longue, j'en ai choisi quelques-uns. Donc le siège de L'Oréal, le Racing Club de France, Monoprix, le musée du Louvre et surtout les cafés joyeux. Voilà. Quelle belle aventure. La semaine dernière, on leur a remis leur diplôme d'État. Ils étaient tellement joyeux, justement, et tellement heureux de pouvoir enfin avoir un diplôme comme ça. C'est extraordinaire comme aventure. Mais on fait aussi bien les salles pour les soignants. Après le Covid, on a été contacté par la Fondation des hôpitaux avec Brigitte Macron et on a fait à peu près 150 salles de bulles pour les soignants dans les hôpitaux en France. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça, d'engagement qui sont importants pour moi. Et j'ai lu que vous aimeriez créer vos propres hôtels ? Oui. Mais oui, ça serait une suite logique. C'est une suite logique pour vous ? Oui. Pas travailler pour des marques d'hôtellerie installées. Ça recommence à être mon propre patron. Ah oui, c'est toujours la même logique. On a dit contrôle fric, mon cher Thomas. C'est important de revenir sur ce terme. Faut pas que j'oublie. Est-ce qu'il y a un rêve malgré tout ou un cap encore inexploré que vous aimeriez toucher ? Oui, d'amener la marque encore plus loin à l'international. Mais s'exporter, c'est pas simple, surtout quand on voit pas aussi facilement des canapés, des meubles que des t-shirts au Japon, par exemple. Donc, il faut encore se structurer pas mal pour ça. Mais une ultime question, Sarah. Si vous deviez transmettre un message aujourd'hui à des créatifs, à des décorateurs, à des designers, nouvelle génération qui vous écoutent, quel conseil vous pourriez leur donner? Mais j'ai écrit un livre là-dessus, sur l'empowerment au féminin. Alors, le conseil, c'est de lire le livre. On va commencer par ça. Oui, non, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, donc ça serait se répéter. Mais c'est oser. Une idée? Une idée, oui. Il faut croire en soi, en fait. Il faut essayer de se faire confiance avant tout. Donc, c'est plus sur l'humain que sur la technicité du métier, hein? Moi, j'ai fait aucune étude, donc oui, moi, c'est vraiment mon intuition et le bon sens, et d'avoir envie, et la passion et l'émotion, en fait, tout passe à travers ça. L'émotion. Ouais. Merci à vous, Sarah. Merci beaucoup. Merci beaucoup et revenez quand vous voulez. Avec surtout plaisir. Dans Oser Entreprendre. Beau studio. Il est pas mal, le studio Sud Radio quand même. On est d'accord. Merci à vous. Tout de suite, on explique quelque chose. Tiens. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Avec le cofondateur de SoWeFund, Benjamin, nous allons parler de, évidemment, je rappelle d'ailleurs SoWeFund, plateforme d'investissement participatif pour entreprises. Vous êtes notre nouveau consultant entrepreneurial. Bienvenue à vous, mon cher Benjamin. Merci. Bienvenue dans l'équipe avec Thomas et Benjamin. Vous allez parler de financement, d'un paradoxe aussi qui concerne beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi c'est si difficile d'obtenir un prêt bancaire quand on crée une entreprise qui innove?
Oui, Jean-Marie, c'est une vraie question quand même pour les chefs d'entreprise et les créateurs d'entreprises qui nous écoutent. Benjamin, on pourrait croire que l'innovation attire les financements. Or, c'est souvent l'inverse d'ailleurs. Pourquoi les banques ferment-elles la porte à ces jeunes entreprises qui inventent ? Eh bien, parce qu'une banque, pour une banque, l'innovation, eh bien, c'est l'inconnu. Et ce que la banque déteste par-dessus tout, eh bien, c'est ce qu'elle ne maîtrise pas. Car son métier, c'est de prêter avant tout à des activités professionnelles qu'elle peut comprendre. Par exemple, une boulangerie, un garage, elle maîtrise. Mais une application digitale révolutionnaire, c'est peu concevable pour elle. Imaginez, vous êtes banquier. Oui. Et on vous présente une idée de transport fonctionnant par smartphone, alors que personne n'a encore entendu parler d'Uber. Oui. Difficile de parier dessus, non ? Non, c'est très clair. Alors, du coup, la banque refoule beaucoup de projets de financement. Effectivement, c'est 9 startups sur 10 qui essuient un refus la première année. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste le système. Un système fait pour la stabilité, pas pour la prise de risque. Mais ce n'est pas une fatalité. Pour une entreprise innovante, le bon financement, eh bien, c'est d'abord le capital, composé d'investisseurs privés, de financement participatif, sans oublier BPI France, la Banque publique d'investissement des entrepreneurs. Ce sont eux qui acceptent la prise de risque pour accompagner une vision d'entrepreneur. Donc la banque traditionnelle, c'est pour plus tard, en tout cas pour ces entreprises. Exactement. Elle ouvre la porte quand le modèle est démontré. Et retenez ceci, ne perdez pas de temps à convaincre les banques au démarrage. Si vous n'avez pas d'apport conséquent, allez d'abord voir ceux qui parient sur l'avenir. Merci Benjamin. Bon, mais merci à tous surtout. Allez, restez avec nous. Maintenant qu'on a gagné un peu d'argent avec nos entreprises, on va essayer de les investir, de les placer dans l'immobilier et surtout on va se poser une question dans un instant avec vous. Oui, on va essayer de préserver nos investissements en immobilier en regardant comment on protège en cas de loyer impayé. À tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.